Bonjour et bienvenue à votre émission cette semaine dans Dautré, édition du 7 mai 2023. Aujourd'hui, plein de belles nouvelles, encore plein de choses à vous parler, entre autres de Yves Perron qui revient d'une mission au Japon et à Singapour, accompagné de la ministre de l'Agriculture du Canada. Donc, vraiment rencontrer les producteurs qui étaient en exposition agricole très grande, mondiale à Singapour, et parler aussi avec les intervenants en termes d'agriculture dans ces pays d'Asie. Nous avons aussi une entrevue avec Maria Courchaine-Pamphili qui terminait la saison cette année avec le spectacle de patinage artistique du club de patin de Berthierville. Elle nous parle de son aventure, de son expérience en patinage et de ses prochains projets. Nous avons aussi une entrevue avec M. Florian Torres. Parlons éducation, un forum qui aura lieu la semaine prochaine à Joliette, qui réunit plusieurs intervenants au niveau de l'éducation et qui veulent vraiment parler et discuter de comment ils voient la prochaine école, comment ils voient les prochaines éducations qu'on va offrir à nos enfants. En terminant, nous avons aussi une entrevue qui se déroule avec l'OBNL, excusez-moi, l'Envol, qui est un organisme voué à la santé mentale. Et c'est la semaine de la santé mentale, donc on a cru bon de vous présenter une capsule d'information. Sur ce, passez une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Sayonara, monsieur le député, monsieur Oui. Perron. Bonjour, konnichiwa tout le monde. T'arrives du Japon et de Singapour. Oui. Comment tu as vécu ça? Parce que, premièrement, c'est un choc culturel, là, je te dirais, d'arriver dans ces pays-là. On ne parle pas de la même culture, les mêmes choses. Est-ce que Ouais. tu as vécu ça quand même bien, là, ce choc culturel-là? Ouais, c'est quand même, tu sais, c'est quand même des endroits très occidentalisés et développés, là. Donc, il n'y a pas tant de choc que ça, sauf que c'est plus le décalage horaire, évidemment, qui est, qui est important. Puis les coutumes, mais les gens, les Japonais sont extrêmement gentils et sympathiques. J'ai pas beaucoup vu Singapour, pour être honnête. On était une journée dans l'exposition agricole internationale, là. Donc très peu. Mais c'est une belle expérience. Moi, j'accompagnais la ministre de l'Agriculture qui était en rencontre avec les ministres de l'Agriculture du G7. Et en parallèle de ces rencontres, moi, je faisais des rencontres avec les intervenants du monde agroalimentaire là-bas. Donc, beaucoup des importateurs de produits, importateurs de fruits de mer de la Côte-Nord, par exemple. J'ai rencontré les gens de Olimel et de Port Canada. On a parlé de la dynamique avec Vallée Jonction, comment tu sais, les Japonais recherchaient beaucoup les produits de cet abattoir-là parce que c'était fait à la main par des gens d'une grande expérience. Donc, pour les Japonais, c'est des choses qui ont de la valeur, ça. La perspective est différente, hein. Ici, tout le monde dit c'est normal qu'ils ferment celle-là parce que c'est l'usine où il y a eu le moins d'investissement, mais la perspective était différente là-bas. Donc, il y a une opération pour rassurer la clientèle, si on veut, Oui. qui est à faire là-bas. Puis, bien évidemment, on a parlé des enjeux de transport. Tu sais, une entreprise qui importe du vin de glace du Canada puis du sud du Québec m'expliquait que pour ses commandes, ça prenait 12 jours avant. Maintenant, c'est 2 mois depuis le conflit en Ukraine, parce que les routes maritimes ont changé, les délais. Bon, alors, il y a toute une dynamique là, que je pense que c'est bien intéressant d'aller voir là. Puis, d'être allé aussi à l'exposition internationale d'agroalimentaire à Singapour, ben, ça a permis de tisser des liens avec la délégation du Québec et du Canada qui était sur place, et au-delà de ça aussi de réseauter pour là-bas, là, tu sais, pour avoir des bons contacts, pour aider dans le fond nos entreprises d'ici à réussir à l'étranger. Vous savez qu'on est en démarche pour protéger nos producteurs sous gestion de Oui. l'offre, là. Bon, c'est de 82, on pourrait peut-être en parler en même temps, et finalement sorti du comité. Bon, On a allons-y. réussi à mettre fin au blocage conservateur, là. Vous savez que les conservateurs filibustaient, on appelle ça comme ça, Ouais. là. Donc, parlait sans arrêt, puis il occupait tout le temps des comités. Ben, nous, on a fait une opération, on a mobilisé tout le monde agricole du Québec et du Canada pour qu'ils contactent les députés conservateurs. Je ne sais pas si c'est ça qui a fonctionné, mais là, ça a débloqué. Fait que là, le projet de loi va s'en venir en troisième lecture, puis va ensuite être acheminé au Sénat, là, probablement d'ici la fin juin. Donc, tu me parles de Je parle troisième de ça lecture. parce Oui. que les gens m'associent beaucoup aux productions sous gestion de l'offre, puis au fait de ne pas exporter. Tu sais. Mais moi, je travaille pour tout le monde. D'aller à l'extérieur comme ça me permet aussi d'assurer, tu sais, de mieux me renseigner puis de réseauter pour assurer
faire en sorte de travailler pour que nos producteurs qui sont tournés vers l'exportation, je pense entre autres à nos producteurs porcins, mais qui aient du succès à l'étranger. Oui, c'est Alors, ça. c'est ça l'enjeu. On a des exportateurs de sirop d'érable. On a visité d'ailleurs un importateur là, de miel et de sirop d'érable qui a des fabriques de confiserie là-bas et qui vend des produits dérivés absolument délicieux là, dans des boutiques à travers Tokyo. Donc, tu sais, ça nous permet de bien comprendre la dynamique des marchés. OK. Justement, comment est perçu le Canada, la production canadienne? On connaît le porc, il y a beaucoup Oui, de poissons aussi, hein? Il y oui, a beaucoup de crustacés qui s'en vont au Japon. oui. Je parle du sirop d'érable. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour le Japon? Quand ils nous regardent, c'est quoi qu'ils aiment Ben, qu'est-ce qu'on fait? on exporte beaucoup d'autres produits. Tu sais, le grain pour faire la bière, il vient du Québec, du Canada. Le soya, il y a beaucoup de produits dérivés pour faire le soya, pour faire le tofu, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment. Vous savez que les Japonais ont un territoire qui est extrêmement petit, extrêmement densément peuplé aussi. C'est assez impressionnant de traverser la rue là-bas pour la première fois, je vais vous dire ça, parce que il y a du monde au pied carré, puis ils n'ont pas la même notion de bulle que nous. C'est, mais c'est fascinant, mais en même temps, c'est ça, c'est une expérience particulière. Mais ils sont extrêmement dépendants de l'extérieur pour l'alimentation. Donc, c'est pour ça que c'est important de maintenir des liens. Et vous savez que le gouvernement a lancé la stratégie Asie-Pacifique récemment. Donc, que l'objectif principal, c'est de diversifier les marchés. Parce qu'on était très dépendant de la Chine. Là, il n'est pas question d'arrêter de vendre aux Chinois nécessairement, mais on a compris qu'on a peut-être avantage de ne pas être dépendant d'eux. Les difficultés dans le porcin, c'est beaucoup ça. Hein? Parce que les Chinois est un marché particulier où ils achetaient toutes les parties, ce qu'on appelle le cinquième quartier là, dans Mhm. l'industrie porcine. Là. La tête, les pattes, les autres, ils prennent toutes. Là. Alors, c'est évidemment très rentable de faire affaire là, parce que sinon, dans d'autres marchés, ces parties-là s'en vont à l'équarrissage. Donc, ça fait une grosse différence sur la rentabilité. Là. Et là, l'idée, c'est de développer d'autres marchés. T'sais. Puis, il y a l'Inde qui est maintenant le pays le plus peuplé. Il y a l'Indonésie. Toute la région Asie-Pacifique est en effervescence. C'est pour ça qu'on veut assurer une présence plus importante et l'ambassadeur du Japon a été nommé d'ailleurs coordonnateur du déploiement de cette stratégie-là dans la région Asie-Pacifique. Donc, c'est une autre raison pertinente pour se rendre là, pour discuter avec lui, voir sa vision des choses. Et ça a plusieurs aspects. C'est beaucoup de diversifier nos marchés, mais c'est aussi d'assurer une présence puis d'assurer une influence au niveau géopolitique. On connaît la situation ukrainienne. On ne veut pas Ouais. voir la même chose se produire avec Taïwan, par exemple. Tout le monde connaît les tensions qu'il y a autour de Taïwan. Là. Ils ont encore encerclé l'île tout récemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit présent là. On soit présent dans cette région-là. Tu me parlais qu'à Singapour, c'était un salon agricole, mais ça ne doit pas être la même envergure que qu'est-ce qu'on voit, on pourrait dire, dans nos régions. Encore là, la présence du Canada, du Québec, c'était important, c'était bien, Je te c'était dirais oui. surprenant. Oui, c'est très, très, très grand. En fait, j'ai pas fait le tiers de l'exposition là, dans ma journée. Là. Évidemment, j'ai priorisé là, de m'entretenir avec les gens du Québec, du Canada, voir c'était quoi leurs besoins au niveau de soutien de parlementaires, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider ces entreprises-là. Là. Mais puis, je suis allé voir un peu là, ailleurs, mais c'était 3 immenses salles, puis j'ai fait la moitié d'une. Là. Fait que je peux te dire que j'ai fait à peu près un sixième de l'exposition, donc c'est immense. C'est un événement qui revenait à tous les 2 ans. Je crois qu'à partir de maintenant, ils vont le faire à chaque année. Et c'est du réseautage, des gens qui viennent présenter leurs produits. J'ai, entre autres, eu la chance de rencontrer le chef Jérôme Ferrer, Oh, que vous connaissez, là, tu sais, c'est le chef d'Air Canada, c'est un grand restaurant à ouais, Montréal. Et il a développé une sauce, une espèce de sirop au homard qui est absolument délicieux, là, qui est fait à base de biscuits de homard, mais aussi de sirop d'érable et d'autres produits. Là. ouais. Je pense que ça va avoir un succès assez important. Il est en exposition avec ce projet-là à ce moment-là. Donc, c'est ça. C'est de rencontrer ces gens-là, puis de faire des liens, puis d'établir des contacts, puis comprendre aussi leur réalité, leurs besoins. Et après ça, ben, d'adapter les politiques en conséquence. Vous savez, on ne vote jamais aussi bien sur des projets de loi quand on connaît bien la réalité Oui, terrain. je suis bien Ouais. d'accord avec toi. Autre sujet, ben, pendant ton absence, il y a eu le conflit avec des fonctionnaires fédéraux. Oui, Ça s'est réglé dans la nuit de dimanche à lundi. oui. Est-ce que tu as des échos déjà? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, Qu'est-ce qu'il en dit fait, à la nous, Chambre des communes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce ouais. que c'est une belle entente?
tu as l'impression que tous les parlementaires sont satisfaits ou tu as Au, l'impression que... ouais, au départ, nous, dans tout conflit de travail, ce qu'on souhaite toujours, c'est des solutions négociées. Il s'agit d'une solution négociée, donc déjà là, c'est une très bonne nouvelle. Si c'est négocié, puis il y a une entente de principe entre les deux parties, ça veut dire que ça fait un peu l'affaire des deux parties. C'est sûr que le discours du gouvernement, c'est de dire c'est une entente qui est bonne pour les travailleurs et qui est raisonnable pour les contribuables. Bon, restera à voir, là, mais je pense que quand il y a une entente, il y a une entente. Là, il reste les gens de l'ARC qui n'ont pas réglé encore, l'Agence du revenu. Là. On espère que ça va se régler rapidement aussi, mais par voie négociée. Notre position est toujours la même dans ce temps-là. On a beaucoup de respect pour les droits des travailleurs. En même temps, il faut assurer aussi les services à la population. Fait que c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Là. Parfait. Justement, tantôt, tu en as parlé un petit peu, tu as parlé du cycle 282, donc on comprend de ce que tu m'as dit antérieurement, que ça retourne à la Chambre des communes pour une troisième lecture, donc un autre vote, c'est ça que je comprends, là. Oui, Il va y absolument. avoir à Il va y travailler, avoir là. 2 auteurs de débat avec un vote qui va suivre. Et suite à ça, ça s'en va au Sénat. Puis au Sénat, ben, ça ne fonctionne pas comme à la Chambre des communes. Donc là, nous, on doit faire une représentation auprès des sénateurs, aller leur expliquer, premièrement, ça peut paraître un peu surprenant, là, mais moi, je vais m'assurer d'aller expliquer qu'est-ce que c'est la gestion de l'offre parce qu'il faut que les gens sachent sur quoi ils votent et leur expliquer l'importance de ce projet de loi-là. On est assez confiant de les convaincre, mais c'est sûr que les fonctionnements, puis tout ça, là, c'est quelque chose que je connais beaucoup moins. C'est une institution sur laquelle on n'a aucun contrôle. Nous, évidemment, hein, on est la chambre basse. Là. Oui. C'est eux qui vont sanctionner. Donc, j'espère grandement que ça va être approuvé rapidement pour que ça puisse mettre en œuvre. Là. OK, mais c'est un vote partisan au niveau du Sénat? Ben, Du Sénat, théoriquement, au Sénat, ça ne devrait pas l'être, sauf que le Parti conservateur est encore partisan dans l'ancienne formule. Puis ils sont encore, je crois, 15 ou 16 sénateurs. Donc, ils pourraient faire la même opération qu'ils ont fait au comité. J'espère que non, puisque bon, ils ont laissé sortir du comité. Fait que je pense qu'ils ont compris qu'on passait à la prochaine étape. Là. Donc, on va souhaiter que non. D'ailleurs, il y en a qui nous entendent, je les invite à collaborer puis à suivre la procédure. Puis comme je dis toujours, Daniel, moi, je peux comprendre qu'un parlementaire n'ait pas le même avis que moi, ou pose des questions, ou remette en question un projet, ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis qu'on ne vote pas la même chose, j'ai pas de problème non plus. Mais quelque part, il faut respecter le processus démocratique. Puis qu'on est rendu à le voter, bien qu'on le vote. T'sais. Puis là, ben, j'espère qu'il n'y aura pas de blocage au Sénat. Mais on se croise les doigts. Là. C'est ma première expérience avec le Sénat, avec un projet de loi. Vous savez qu'on n'avait pas eu le temps de se rendre là la dernière fois. Donc, j'espère qu'on va avoir le temps de finir, surtout. C'est ça qui est la principale angoisse, là, je te dirais, c'est ça. Et là, on commence le mois de mai. Il te reste quoi, mai-juin à faire au niveau de la session parlementaire? Oui, la Chambre est supposée fermer le 23 juin. OK. Donc, on est ici jusqu'à là, oui. Avec le C282, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu penses qu'il va être abordé, qui peut se régler? Bien sûr. On a commencé à parler hier ou avant-hier du projet de loi pour les intrusions dans les exploitations agricoles. C'est aussi un projet de loi qu'on avait travaillé la dernière fois, qu'on n'avait pas eu le temps de terminer. Donc, par la loi sur le bien-être animal, essayer d'augmenter la protection de nos produits agricoles pour pas qu'ils soient victimes d'agressions, carrément. C'est des agressions criminelles. Là. Quand les gens rentrent et vont s'asseoir dans votre entreprise pendant une journée complète, c'est plus de la liberté d'expression, ça devient de l'agression. Et là, ben, je pense que comme État, on a le devoir de protéger notre monde. Là. Ça, c'est un des trucs. On a un projet de loi qui me tient beaucoup à cœur aussi, qui est la protection financière des producteurs de fruits et légumes frais en cas de faillite. Donc, s'il y a une faillite, ben là, eux autres, ils seraient prioritaires avant les banques pour le remboursement. Ça, c'est difficile à faire passer auprès du gouvernement. Là. On travaille fort là-dessus, mais vous savez qu'on est en contexte minoritaire, donc je pense qu'on va réussir à le faire adopter. Ça, c'est bien intéressant. Puis un peu dans la même ligne, vous savez qu'on a réussi à passer le projet de loi pour protéger les fonds de pension des travailleurs aussi. Ça, c'est un progrès énorme. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Notre députée de la Côte-Nord, Marilyn Gill, portait ce dossier-là depuis très longtemps. Là, c'est une députée conservatrice qui l'a redéposé. Puis Marilyn a travaillé avec elle pour que ça soit adopté. Et c'est fait, là. Ça a reçu la sanction du Sénat. Donc, maintenant, une entreprise qui va faire faillite, ben, avant que les banques passent pour ramasser chaque scène qui reste, les travailleurs vont avoir le droit d'aller chercher ce qui leur revient, ce qu'ils ont cotisé pendant toute leur vie pour assurer leur retraite. Puis ça, je pense que c'est un minimum. Là. Fait que ça, c'est un beau gain aussi.
Donc, on Bon. travaille fort. On lâche pas. Bon, ben je te remercie beaucoup, Yves, puis on se reparle OK. à la fin de la session. Je te remercie. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée. Dans le cadre de la 72e édition de la Semaine de la santé mentale qui se déroule cette année du 1er mai au 7 mai 2023, nous avons rencontré l'organisme L'Envol qui a pour mission de briser l'isolement des personnes qui ont vécu ou qui vivent une problématique en santé mentale. Regardons ce reportage. Mon nom est Carole Belrose, je suis coordonnatrice de L'Envol, qui est un groupe d'entraide en santé mentale dans le sud de la MRC-d'Autrey. Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, on trouvait important de pouvoir mettre en lumière notre organisme, qui est un groupe d'entraide en santé mentale, parce que c'est souvent des organismes qui sont un peu méconnus. On se vante pas toujours d'avoir besoin de leurs services, donc c'est une façon d'être mieux connu puis permettre aux gens de nous découvrir. Bien, la mission de l'organisme L'Envol, c'est de briser l'isolement des personnes qui vivent ou ont vécu une problématique de santé mentale. Donc, c'est avant tout un endroit pour se rencontrer. C'est aussi un lieu où ils peuvent retrouver du pouvoir sur leur vie en participant à la vie démocratique de l'organisme, donc un but de transformation sociale en même temps. L'Envol existe depuis 1992. Ça a été fondé à l'époque par une organisatrice communautaire du CLSC. Et puis, au départ, c'était des membres qui vivaient une problématique de santé mentale, qui voulaient des services autres que ce qui s'offrait dans les hôpitaux. Donc, c'est là où un conseil d'administration de membres s'est créé, en même temps que beaucoup d'autres groupes d'entraide dans d'autres MRC. Donc, on a tous à peu près 30 ans. Bonjour, je suis Sylvie Rochelot et ça fait 1 an que je viens à L'Envol. Depuis l'âge de 17 ans, ça m'a fait lâcher l'école. Crise de panique, crise d'angoisse, peur de sortir. J'avais peur de tout. Là. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Il y a 2 ans, j'ai eu la douleur de perdre mon mari. Et là tout a brisé, si on peut dire. Ben, mon mari, je fais de l'anxiété, je fais des crises de panique, je ne suis pas capable de rester toute seule. Là, c'était l'enfer. Ma mère, un jour, elle regarde dans le bottin téléphonique, puis elle voit L'Envol. Puis elle dit, peut-être, ça pourrait t'aider. Fait que je suis venue ici la première fois, j'ai rencontré Yannick. Ça m'a fait du bien de jaser avec elle, tout. Puis elle dit, reviens, c'est sûr qu'on va t'aider. 1 semaine après, là, j'attendais ma vie. Je n'étais plus capable. Là, ça faisait trop mal. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai rappelé Yannick pour dire, je vais retourner vous voir. Puis Yannick n'était même pas surprise que j'attendais ma vie. Elle a dit que la souffrance était palpable. Et depuis que je viens à L'Envol, bien, ça a changé ma vie. Depuis le 1er avril, je vis seule dans un appartement. Je n'avais jamais vécu seule de ma vie. C'est merveilleux. J'ai repris goût à la vie. J'ai pas d'idée noire. Je pense pas d'en avoir non plus parce qu'avant, je n'avais pas de réseau de soutien. Je m'en suis créé un. L'Envol est devenu une famille. Ça m'apporte tellement de réconfort. Il y a des journées où je venais ici, là, j'avais pas le goût de venir. Puis dès que je sortais d'ici, là j'étais énergique au bout. Puis là, bien, je parlais à Annick des idées que j'avais de sortie. Puis Annick, ça serait peut-être fun que tu embarques dans le comité d'administration. C'est ce que j'ai fait. Je m'implique. Et tant que je vais pouvoir venir donner du temps à L'Envol, je vais le faire. Même si ma problématique en santé mentale est stable, L'Envol est devenu une famille. Je veux me dévouer à L'Envol. Ça me fait du bien de venir. Puis je fais du bien aux autres en plus de ça. Ils me disent, tu as de l'énergie, tu nous fais du bien. Fait que c'est donnant, là. Fait que c'est une belle famille, L'Envol. Ça fait vraiment une différence. Vraiment une différence. Souvent, j'ai dit à Carole et à Annick, vous sauvez des vies, puis vous ne le savez pas. Au groupe d'entraide, c'est vraiment l'entraide par le groupe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que souvent, entre eux, ils vont avoir vécu des expériences qui peuvent servir aux autres. Donc, c'est beaucoup la plus-value de parler à des gens qui ont passé par les mêmes étapes que nous. Donc, des fois, à travers les mêmes services, prendre la même médication. Donc, c'est vraiment cette plus-value-là d'utiliser le groupe pour en apprendre plus sur la santé mentale puis pour s'entraider entre eux, faire le filet de sécurité. Bien, mon nom, c'est Sylvie Parenteau. Puis moi, je fréquente L'Envol, ça fait 22 ans, depuis l'année 2000. Dans le temps, il y avait un point de service à la Valtrie. C'est une dame qui était déjà membre de L'Envol qui m'a apporté à ce point de service-là. Parce que c'est ça, il y avait des activités, il y avait de la créativité, on parlait de santé mentale. Puis moi, bien, ça me faisait du bien d'y aller. Puis là, je me suis emmenée ici à Berthier avec le covoiturage.
Puis j'aime bien ça parce que pour moi, l'envol, c'est comme un filet de sécurité. Des fois, c'est comme un phare dans la nuit. Ça me fait du bien de revenir, de voir des gens qui vivent les mêmes situations que moi, puis qui ont des problématiques différentes, mais qu'on peut en parler ensemble sans jugement. Dans 22 ans que j'ai fréquenté l'envol, bien que je fréquente encore d'ailleurs, je suis venue souvent parce que j'aimais quand il y avait des belles conférences. Je venais chercher de l'information. J'adorais bien ça pour me ressourcer puis pour ma santé mentale personnelle. Puis le covoiturage de la Valtrie à Berthier, maintenant, il y a des membres qui viennent nous chercher à la maison puis qui nous apportent aux activités à l'envol. Sinon, il y a aussi l'ACABA qui participe aussi au voiturage pour les membres. S'il n'y aurait pas de voiturage, là, vraiment, là, je pourrais pas venir. Oui, j'ai participé aussi au CA, puis j'ai bien aimé aussi comprendre un peu la dynamique de l'organisme aussi, leur mandat, puis j'aimais bien participer au conseil d'administration. Notre territoire, c'est 9 villes, ce qui est le sud de la MRC d'Autrey, Berthierville, Sainte-Geneviève, Les Îles, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Saint-Barthélemy, Lanoret et la Valtrie. Nous, on a vraiment un enjeu de territoire parce que le territoire est grand. Les transports, c'est nécessaire pour nos membres, surtout à faible revenu pour venir en activité. Les options qu'on a, souvent, les gens s'inscrivent pour avoir un transport, soit qu'il va avoir du covoiturage entre membres, on peut avoir un bénévole du CABA qui va les chercher à la maison. Certains membres ont accès au transport adapté. Donc, c'est un peu toutes les possibilités qu'on a, mais nous, peu importe le moyen qui va avoir été utilisé, on rembourse le transport. Habituellement 3 fois semaine. Donc, les gens peuvent venir aux activités gratuitement en transport. Bonjour, mon nom est Lynn. Je suis la présidente du CA, du comité administratif de l'envol. Ça fait déjà 7 ans que je suis à l'envol, puis j'adore ça. Ça fait 3 ans que je viens au chalet. On est quand même un bon petit groupe qui aime venir se rafraîchir un peu les idées. Les autres raisons, c'est qu'on a beaucoup d'entraide dans l'envol. C'est surtout de l'entraide entre nous qu'on réussit à parler avec une personne qui nous comprend exactement. C'est ça qui est le principal de mes attraits que j'aime le plus. Ce qu'on nomme souvent ici, c'est que c'est un peu le reflet d'une micro-société. Ce qui se passe en groupe, c'est souvent le reflet de ce qui se passe dans notre vie personnelle. Donc, les gens sont souvent ici à mettre en place des stratégies dans leur relation avec les autres qui vont leur servir après avec leur famille, leurs voisins, leurs proches. Donc, c'est un peu une façon, avec de l'aide, de se préparer à faire les mêmes expériences, mais après avec nos proches, avec notre entourage. Je m'appelle Manon Sylvestre. Je viens à l'envol depuis 2017. Je suis dans le CA depuis 3 ans. Puis moi, je viens ici parce que c'est ça, on a du fun, on oublie tout, parce qu'on a du monde qui se comprend. Puis on se respecte toute la gang. Ça, c'est un gros point. On se sent compris. Depuis que je connais ça, je pourrais plus m'en passer. C'est tellement... Bien, pour nous autres, c'est grandiose, là. Tu sais, c'est magique. À notre organisme, dans le fond, les groupes d'entraide en santé mentale, l'approche qui est utilisée, c'est l'approche alternative. C'est offrir une alternative à l'hospitalisation. Donc, dans le fond, les gens peuvent plus décider qu'est-ce qu'ils ont besoin pour que leur santé mentale se stabilise sans nécessairement avoir besoin d'être hospitalisés. Donc, ça peut être de venir en individuel rencontrer l'intervenante, ça peut être de faire des activités pour sortir de la maison, briser l'isolement, ça peut être de venir une fois à l'occasion, comme ça peut être plusieurs fois semaine. Donc, c'est l'alternative un peu à l'hospitalisation. En fait, une des choses qu'on voit qui est un point positif d'avoir fréquenté un groupe d'entraide en santé mentale, on voit certains de nos membres qui, jour 1, quand sont venus nous rejoindre, avaient de la difficulté à aller faire leur épicerie, n'étaient pas certains de pouvoir habiter seuls. Puis maintenant, c'est des gens qu'on voit fréquenter aussi d'autres organismes, aller faire des activités à plusieurs endroits, pas nécessairement seulement dans notre groupe d'entraide. Donc, des gens qui ont retrouvé du pouvoir sur leur vie. On a aussi certains membres qui, jour 1, avaient été accompagnés d'un intervenant pour être capables de venir nous rencontrer.
puis qu'aujourd'hui sont sur notre conseil d'administration, peuvent participer, engager des futurs employés en étant sur un comité de sélection, peuvent aller faire de la représentation en assistant aux assemblées générales de d'autres organismes. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, font des choses pour notre organisme qu'ils n'auraient pas cru pouvoir faire là, au jour 1 de leur fréquentation. Donc, c'est vraiment des gens qui ont repris le contrôle de leur vie. Contactez-nous pour plus d'informations. Bonjour Maria, tu me permets, je t'appelle Maria. Moi, je t'ai vu petite commencer à patiner et tout. Hier, c'était un de tes derniers spectacles à Berthier, là, au niveau du patin? Ben c'est pas un des derniers spectacles, mais c'est la dernière fois que j'étais une senior compétition au sein du CPA Berthierville. Parce que là, c'est sûr que je m'en vais athlète professionnel sur des bateaux de croisière, patiner pour la compagnie Royal Caribbean. C'est très bien. Ouais, c'est ça qu'on peut dire déjà. Tu t'en vas sur le Wonder. Ouais. Tu vas être là à partir du mois de septembre. Ouais. Donc, tous ceux qui vont faire des croisières sur le Wonder pendant le prochain 6 mois, à partir du mois de septembre, ils ont juste à descendre en bas parce que j'ai déjà vu ce genre de patinoire-là. Et dire bonjour à Maria. Tu vas peut-être avoir des visites des gens de la région qui te connaissent sûrement. Peut-être même papa, maman, ils ont dit on va aller faire une croisière juste pour aller le voir, j'imagine. Peut-être. Possiblement, hein, des surprises et tout. Tu peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais. Comment ça a commencé? J'ai commencé à 3 ans, donc il y a de ça en 2003. Ça va bien, t'es né en 2000, c'est facile à faire? C'est facile les calculs. Puis dans le fond, j'ai commencé, c'est quand j'étais tout petite, ma mère elle m'a mis dans le patinage plus. Puis dans le fond, je savais déjà patiner, fait qu'il y a un entraîneur qui était là qui a dit « Moi, je l'apprends en cours privé tout de suite ». Fait que j'étais allée en cours privé, j'ai commencé les cours privés, j'ai été toute ma vie à faire des cours privés avec Madame Sylvie Quentin, qui est mon premier entraîneur. Ça a duré à peu près peut-être 10 ans avec elle. Puis je la remercie énormément parce que quand j'ai commencé à atterrir un double, elle m'a envoyé directement dans le compétitif. Tandis que mes autres amis, eux, ils atterrissaient un double aussi comme moi, pareil. Puis elle savait que mon esprit de compétition, puis pas le talent, mais l'esprit de compétition. Oui, le mental, tu sais, on va dire, là, mais tu sais, avoir la psychologie, parce que c'est quelque chose faire une compétition. Oui. C'est effrayant, là. On s'en rend peut-être pas compte, mais il faut que tu souris. Faut toujours être le sourire, que tu sois beau. C'est très mental, parce que comme tu me dis, faire ton double. Tu te dis, je l'ai eu, faut que je le refasse, puis c'est difficile, mais tu ça. parles pas tant que ça, t'as pas le temps de te parler. T'as pas le temps de te parler? Non, t'as pas vraiment le temps de te parler, mais tu sais, c'est ça, de juste qu'elle savait qu'en pratique, que j'allais être capable de peut-être surpasser les autres, puis elle avait raison, parce que la première année que j'ai été dans la branche compétitive, au début de l'année, j'avais un double, puis à la fin de l'année, je les atterrissais toutes. J'atterrissais toutes mes doubles, j'étais vraiment setée parce que je voyais les autres qui atterrissaient en compétition, puis ça m'a motivée, ça m'a poussée, ça m'a amenée à vouloir moi aussi atterrir tous les autres sauts. Avais-tu des idoles dans ce temps-là quand tu regardais? T'étais-tu tellement déjà passionnée que tu te disais je regarde d'autres filles patiner, je regarde des compétitions, puis un jour je vais faire ça? J'ai eu beaucoup Cynthia Faneuf. Oui. Oui. Joanie, ça c'est sûr, mais c'était même pas. C'était même pas une idole, c'était un idéal. C'était comme si c'était pas vrai. Là. Pour nous, les jeunes, on savait pas, là, on comprenait pas non plus. Comment ça se faisait qu'elle se rendait là? Ouais, on comprenait comme pas. Là. Pour nous, c'était même pas une vraie personne. On avait comme pas le choix de penser que Joanie, c'était un personnage, c'était même pas un humain quasiment. Oui, mais je comprends. Mais sinon, c'est moi, mon idole, ça n'a pas été quelqu'un en patin, ça a été mon parrain. Ah oui? Oui, parce que mon parrain Louis-Pierre, il a fait des Olympiques. Ah, ben oui, c'est ça. C'est ton parrain en plus, mon Dieu, ben oui. En même temps que Joanie, on le connaît très bien. En même temps que Joanie a fait les Olympiques en 2010 en ski alpin. Donc moi, ça a été plus mon... T'avais 7 ans, là? Oui, ça a été plus mon... Non, j'avais 10 ans. T'avais 10 ans, excuse-moi, oui. Ça a été plus mon modèle à moi, vu que c'était plus proche de ma famille. C'était... Oui. C'est ça. Donc, voilà. Tu as vu la persévérance, encore là, c'est un sport de compétition. Oui, c'est un sport qu'il faut que tu t'es contre toi encore. Ouais. C'est toujours des sports difficiles, parce que t'es contre toi-même. C'est pas un sport d'équipe, non? C'est ça, non, mais c'est vrai, là. Oui. Puis là, tu as continué, tu es allé faire tes premières compétitions. Je suis allée faire mes premières compétitions en compétitif. Ensuite, mon entraîneur, Sylvie, elle a décidé de me matcher avec un partenaire.
pour aller en danse sur glace. Fait que j'ai fait de la danse sur glace avec mon ancien partenaire Philippe pendant 6 ans. Oh oui, c'est ça. Puis j'ai été faire des compétitions nationales, j'ai été faire des compétitions aussi provinciales. Tu t'es rendu où, là? On s'est rendu haut, on était dans l'équipe du Québec, 3 ans. Ensuite, quand c'est devenu comme un peu plus sérieux, moi j'étais en secondaire 4, on a décidé de changer d'école, lui s'en allait au cégep. Donc, on est parti, moi je suis partie à Repentigny à Félix Leclerc, parce qu'avant j'étais à Pierre de l'Estage. Je suis partie à Félix Leclerc, on est allé en sport-études. Puis là, c'est cette année-là, ça l'a cassé, là, ça marchait plus entre nous. Je pense que lui, le cégep, moi, une nouvelle école, on avait trop de changements dans nos vies. Mais c'est difficile le patinage à danse. Mais par contre, t'apprends de la technique. Les gens n'ont peut-être pas conscience encore là, mais danser, t'apprends vraiment à utiliser tous tes corps. Moi, je sais parce que c'est impressionnant. On utilise beaucoup les corps, c'est sûr. Aussi, en danse, je trouve que c'est peut-être plus qu'en tout seul, un peu plus de jeu d'acteur. Oui, l'interprétation. L'interprétation, il faut qu'elle soit plus là. Les meilleurs danseurs, en fait, c'est ceux qui ne laissent pas paraître qu'ils sont en train de patiner, qui sont vraiment en train de raconter une histoire sur la glace. Oui. Donc, c'est sûr qu'en se rapprochant de ça, moi, ça m'a donné, pour ma carrière solo, ça m'a donné beaucoup d'expérience pour les corps, pour l'interprétation. Parce qu'il y a une grosse partie de la note qui est ça aussi. Oui. C'est réussi. Mes entraîneurs, Pascal Denis, qui sont et José Piché, qui sont sur en ce moment sur IAM, c'est la compagnie, dans le fond, pas la compagnie, mais le genre de... Le groupe de danseurs sur glace les plus performants. Ils sont avec c'est ça, pas de nom. Ce sont à l'Arena Robert là, à Saint-Lambert, c'est ça? Pas à Saint-Lambert, à Saint-Léonard. Oui, exactement. C'est ça, je connais bien. C'est pas Saint-Léonard, c'est. OK, ils ont changé. Oui, c'est à Gadebois. Mais c'est reconnu, là, parce que cette année, même aux Olympiques, je sais que même aux championnats du monde, toutes viennent s'entraîner ici, au Québec, mais après ça, ils partent compétitionner. Donc, ils sont chums pendant 8 mois, puis ils sont compétitifs, sont ennemis pendant toute la saison. J'ai patiné avec les champions du monde, les anciens champions du monde, Gabriela Papadakis, Guillaume Seron, c'est extraordinaire. Ça doit être, c'est ça. Que toi, tu as décidé quand tu as déménagé secondaire 4, secondaire 5, à Félix Leclerc, la danse, après 1 an, tu as testé un peu la danse? Après décembre. OK, ça a été rapide, quand même? À peu près, oui. On a décidé d'arrêter. J'ai essayé de me trouver un autre partenaire, mais je suis grande dans la vie. Oui, c'est pas évident. Moi, j'ai pas réussi à me trouver un autre partenaire qui était plus grand que moi à ma force, parce que je voulais pas changer de partenaire pour un partenaire qui était moins bon que lui. Moi, je comprends. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Puis, il y avait ma coach de simple je faisais du simple, mais pour m'entretenir. Je faisais plus de compétition. Puis, je faisais juste pour le fun, pour le plaisir. Pour maintenir tes sauts, maintenir tes choses. Puis, j'avais pas nécessairement envie de continuer à compétitionner. Parce que dans ce temps-là, en fait, en secondaire 2, j'avais été diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Oh! Les gens savent pas nécessairement comment que ça a eu un impact sur ma vie. En fait, j'avais 2 injections intracutanées 2 fois par semaine de médicaments, de méthotrexate et aussi d'Ambrel. Dans le fond, c'est de la polyarthrite juvénile, ce qui c'est difficile, non? Oui, tes articulations. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, c'est pas nécessairement facile. C'est pas de la joie. Oui, je prenais 2 fois des anti-inflammatoires par jour. J'avais beaucoup de misère avec mes articulations, de bouger mes mains. À la fin, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais plus capable de prendre mes livres d'école. Oh mon Dieu! Parce que mes mains étaient enflées, puis ils étaient croches. Surtout quand t'es athlète, puis t'as des rêves, là, tu sais. On parle toujours que ça allait bien. Là, quand tu me parles secondaire 2, t'es en pleine... je vais dire le mot gloire, t'es en ascension, tu fais de la compétition, tu fais de la danse, tu t'es rendu au provincial, au national. Oui, c'est sûr que ça m'a pas ralenti. Je pense que ça m'a appris aussi à me responsabiliser. Il faut que je prenne des médicaments, et tout, ça a été difficile. T'as vieilli vite. Avec ça, c'est sûr que j'ai pas eu d'adolescence. non, je comprends. Il fallait que ça me faisait vomir. C'est les effets secondaires des médicaments aussi, c'est terrible. Là. Le méthotrexate, c'est qu'est-ce qu'ils utilisent pour le cancer. Fait que c'est vraiment... Ça fait agressif. Vomir. C'est agressif. Agressif, ça fait vomir, ça fait perdre de poids, ça fait
grossir, ça fait débalancer tes hormones. Fait que c'est sûr qu'une jeune fille aussi qui est en croissance avec les hormones et tout, ça a tout dû jouer. Oui, ça a tout joué. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais arrêter le simple pour me concentrer sur la danse parce que j'avais un partenaire avec moi. Je pense pas que ça a été une décision difficile. Je pense que ça s'est juste placé comme ça parce que j'avais une belle relation avec Philippe. Mais en secondaire 4, ça, comme nos chemins se sont séparés. Ouais. Puis on reste amis aujourd'hui. Ah, c'est bien. Oui. Est-ce qu'il patine encore, lui? Non, il a arrêté de patiner, puis il me dit en fin de semaine que ça ne lui manquait pas. Mais parallèlement à ça, tu étudiais aussi, là. Tu as une maman qui est prof, qui a déjà patiné, qui est prof. J'imagine que l'école était importante. Que l'école, c'était important. Sciences fortes, maths fortes et tout. J'ai tout fait ça au secondaire. Que là, au secondaire 4, 5, 4, tu décides de t'en tourner en 5. Ouais. Qui t'entraîne dans ce temps-là? C'était Patricia Lemire et Nathalie Marcil. J'avais changé d'entraîneur parce que Sylvie elle avait pris sa retraite. Fait que c'est sûr que Patricia et Nathalie étaient au sport-études. Fait qu'ils ont commencé à me prendre en simple. Tu me permets-tu juste d'ajouter que Patricia, elle a commencé à enseigner aussi à Berthier, native de Berthier. C'est un prof à Berthier, c'est quelqu'un qui te connaissait. Là. Quand tu étais allé en voir, c'était pas, tu n'arrivais pas en inconnu, tu avais déjà vu aller, tu connaissais bien Sylvie. Je me connais bien Sylvie. J'avais 3 ans, là, fait que c'est ça. Puis ensuite, c'est ça, j'ai commencé à repatiner en simple. Puis il y avait une nouvelle technologie qui s'appelle la perche. En fait, t'es attaché le corps, dans le fond, il t'attache un harnais. Puis dans le fond, c'est vraiment la personne en arrière de toi qui se promène avec une canne à pêche. Vraiment puis qui t'aide à faire tes sauts, à comprendre. Qui t'aide à faire. Est-ce que c'est bon, ça? Tu trouves ça? Oui, c'est excellent. Moi, j'ai... Toi, tu l'as essayé plus vieux, ils font ça avec les plus jeunes maintenant. Parce qu'on le voit maintenant, là, c'est ça, ouais. Ouais, la perche, c'est vraiment très populaire en ce moment. C'est révolutionnaire parce que le percheur qui est en arrière, il peut te donner... un swing, il te donner un élan. Il peut t'aider, mais avec ta vraie vitesse. Tandis que le harnais qui est attaché sur un câble, tu n'as pas nécessairement la vraie vitesse du patineur, le vrai patron. Fait pour faire des trips, en fait, c'est ce qui est le mieux. Là. Tu peux pas faire des trips sur un... On parle de quintuple, là. J'ai vu ça en fin de semaine. Il y en a un patineur qui peut peut-être essayer ça, là, faire un quintuple. Oui, mais il y a un quad axel qui s'est atterri, mais quintuple, ça sent bien. Ça sent bien. Mais non, mais tu vas voir que je suis ça, là, quand même. Je regarde. Pour les femmes, c'est des trips. Pour faire des trips, ça prend... C'est pratique. Ouais, ça prend une perche, fait que là, j'ai commencé à faire double axel. Un mois après que j'ai commencé en simple. Fait que là, ma coach, elle m'a dit, ben là, on s'en va-tu en compétition? Ben ouais. Fait que là, je dis, OK, mais tu sais, j'avais jamais fait de pirouettes difficiles. Fait que ça, c'était très difficile parce qu'en compétitif, il y a des niveaux dans nos pirouettes, puis c'est difficile. Fait que là, j'ai décidé d'aller en pré-novice pour une année. J'ai participé aux Jeux du Québec cette année-là. Ça n'a vraiment pas bien été aux Jeux du Québec. J'étais malade. Est-ce que le stress pour toi, est-ce que tu vis ça beaucoup, oui? Avant d'embarquer, justement, tu me disais, mais avant d'embarquer sur la patinoire, est-ce que tu es super stressée? Moi, j'avais Mélanie, là, tu connais ma fille Mélanie, elle était très, très bonne à l'entraînement, mais rendue à la compétition, c'est mental. On dirait qu'est-ce qu'on voudra, puis... Ben, tu sais, je pense que le patinage artistique, c'est probablement 10% physique, 90% mental. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne comprennent pas à quel point qu'une compétition... C'est effrayant, non? Ça vient chambouler... Te gruger, là. Ça vient de gruger, là. Moi, j'ai appris quand même relativement bien, mais il y a des jeunes filles que je connais qu'il ne faut pas qu'ils attachent un patin avant l'autre, qu'il ne faut pas qu'ils se brossent les dents à gauche, avant, à droite. C'est vraiment des petites manies, là, quand tu dis des tops, là. Ouais, c'est vraiment... Mais moi, j'ai appris à me dire... Ça n'a pas rapport, là. Je comprends. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais entre ça, puis faire un spectacle... La compétition, c'est 1000 fois plus dur. Oui, hein? Un spectacle. Oui, la compétition, je dirais que... Je sais pas pourquoi, parce que ça devrait pas. On devrait comme avoir la même attitude, mais un spectacle, on dirait qu'il y a plus de laisser-aller, que tu te dis, j'ai travaillé tellement fort pour rater mes choses, t'as tellement peur de rater, puis moi, la seconde que j'ai accepté que c'est correct de faire des erreurs, ça allait déjà mieux. C'est ça, hein?
Mais c'est difficile. C'est pas grave. Mais c'est parce que tu es dans un monde compétitif, puis tu te fais dire, on dira qu'est-ce qu'on voudra, tu me parles que tu as fait aussi. Très compétitif. En faisant sport-études, il faut que tu maintiennes des notes, il faut que tu travailles fort. Comme tu dis, tu as pris sciences. Donc, tu es habitué de dire, il faut que j'aie des notes de 80, 90. Puis en entraînement, tu te dis, hey, je l'ai eu, ça marche, puis tout ça. Là, tu arrives à la compétition, il faut que je le fasse. Est-ce que tu es porté à regarder les autres compétitrices ou tu te caches dans un coin, tu veux rien savoir tant que tu n'as pas fini, moi? Rien, je regarde jamais rien. Je peux pas. Non, mais... Je peux pas parce que je suis trop compétitive, puis ça va venir me chercher, puis là, moi, si elle a fait ça, là... Moi, pourquoi qu'elle a fait ça? Moi, je l'ai pas faite. Non, mais là, si moi, je tombe ça, c'est fini, je peux pas la battre. Fait que là, c'est le overthinking, là, de comme penser à ce que l'autre fait au lieu de ce que toi, tu fais. C'est pas ça, puis c'est sûr que, tu sais, il y a l'endo, ce que les gens, ils réalisent pas, non? Ils réalisent pas, c'est que toutes les athlètes, on a une préparatrice mentale. Oui aussi, c'est ça que je m'en allais dire. Ça s'appelle, nous, on l'appelle notre psy, là. Ouais. C'est notre coach de cerveau, là, qui vient nous dire, tu sais, pourquoi là, ça a marché aujourd'hui, puis hier, ça marchait pas, puis elle nous fait réaliser des choses, mais c'est jamais elle qui va nous les faire réaliser, elle va nous mettre en évidence quelque chose, puis c'est nous qui va réaliser avec... Mais c'est que donc, comme on dit, c'est pas juste toi, c'est toute une éthique. Tu as deux coachs, moi j'appelle ça ton coach, ton contrôle mental, là, mettons ton psy, comme tu dis. Ça, c'est à part ça, tu as ton entourage, que c'est beaucoup, beaucoup d'investissement en temps, en volonté, là, quand on parle que, tu sais, quand tu regardes ça, tu as fait secondaire 4-5, là, par la suite, tu as fait cégep, quoi, ça existe, des cégeps je veux dire, en sport-études, là, c'est ça que j'avoue, je connais moins ça. Toute mon année de secondaire 5, j'ai resté en sport-études aussi, en pré-novice. J'ai fait les Jeux du Québec. J'ai passé proche d'aller sur l'équipe du Québec. Ça n'a pas fonctionné cette année-là. Puis je me suis dit, tu sais, j'avais été sur l'équipe du Québec en danse. Puis je me suis dit, mon objectif, c'est de retourner sur l'équipe du Québec. Fait que là, j'ai continué au cégep. Je suis allée en danse au cégep Montmorency. J'ai fait un DEC en danse. OK. J'ai pas terminé. Mais c'était en danse contemporaine. J'avais jamais dansé vraiment de ma vie. J'avais des bases à cause du patin, mais ça a été quand même relativement difficile mentalement, mais sur mon corps aussi, parce que j'étais probablement 20 heures dans un studio de danse, puis 20 c'est physique, heures... c'est ça? Oui, c'est de la danse, là. Fait que c'est sûr que tu sautes, t'es tout le temps... T'es encore en injection 2 fois par semaine? Non, là, ça l'avait arrêté. J'étais en rémission. Je prenais juste des anti-inflammatoires. Mais après secondaire 5, c'était fini. Une chance. Oui. Ouais. Fait que c'est ça, mais quand que j'étais au cégep, c'était vraiment difficile physiquement. J'avais des blessures qui commençaient à apparaître, des fractures de stress. Parce que j'étais 20 heures sur une glace, 20 heures dans un studio de danse. Au lieu d'être assis sur une chaise en sciences humaines, mais moi, je dansais. Ouais. Fait que c'était extrêmement difficile sur mon corps. Fait que j'ai décidé d'arrêter parce que c'était trop. J'ai décidé aussi d'arrêter l'école, en fait, parce que ma mère, elle a décidé d'arrêter de payer mes choses. Elle m'a dit, si tu veux continuer à patiner, c'est correct, mais il faut que tu payes tes enfants. Je comprends. Fait que j'ai décidé de commencer à travailler pour pouvoir payer mes choses. Je sais pas si le sacrifice de lâcher l'école, c'était une bonne décision, on va le savoir plus tard. Mais c'est ça m'est amené à là que j'ai fait les 2 années junior, 3 années, je me souviens même plus. Et là, ça va être quand que je vais commencer cette saison-ci pour ma dernière compétition en été. Ça va faire la 5e saison que je vais toucher senior dame. C'est quelque chose, là. Avec le COVID, c'est sûr que c'est quand même quelque chose. Mon meilleur résultat, c'est 10e au Québec pendant la COVID. Puis tout le temps, quand tu arrêtes un petit bout, tu perds tes sauts, puis ça prend une petite semaine avant de repartir. Oui, je comprends très bien. C'est tout le temps un truc à recommencer. Tu sais, j'arrête une semaine, je me dis tout le temps, non, je vais-tu les revoir? Oui, mais ça non, je comprends. 3 jours. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de l'adaptation. Mais moi, ce que je suis le plus fière, c'est qu'à chaque fois, quand je suis revenue une année, j'étais plus forte. À chaque fois, j'avais changé mentalement. Puis à chaque fois aussi, j'étais capable de tout le temps réavoir mes sauts, parce que même avec le COVID, on a arrêté pendant 6 mois. Oui. J'étais pas sûre que... Parce que du jour au lendemain, ça fait paf, plus d'entraînement, plus rien. Exactement, puis il y en a des personnes que je connais qui ont perdu leur saut, ils ont perdu tout ce qu'il y avait avant la COVID. Fait que c'est sûr que moi, de les avoir retrouvés, oui, je suis chanceuse, mais il y a aussi beaucoup de travail là-dedans.
Puis c'est mon entraîneur, en fait. J'avais changé d'entraîneur. Ça s'est fait comme un peu tranquillement. Patricia a continué à m'entraîner, mais comme plus... Intensément. Ben, c'est ça. Fait que c'est devenu mon entraîneur principal, Alexei Muratov, un entraîneur de russe. Oh! Ouais. Patricia était reconnue quand même pour être assez... Oui. Je veux dire le mot straight, là, mais un russe, ça doit être toute une nouvelle technique, une nouvelle façon... Une nouvelle technique, une nouvelle façon de travailler qui a changé ma... T'es contente? Oui. Je pense que oui. Non, mais tu sais, c'est un changement difficile, mais on s'entend que changer de... Oui, changer ça a changé d'entraîneur. ma technique au complet, mais je pense que j'étais assez forte physiquement, mentalement pour pouvoir avoir ce changement-là. C'est sûr que lui, il va s'adapter à moi aussi. Là. Il n'a pas fait tous les changements du jour au lendemain. Mais il t'a amené. Exactement. Oui, il m'a amené là. Puis c'est sûr que là, moi, en tant que patineuse, je le vois plus tard qu'il a amené les changements petit peu par petit peu. Il a amené le mental petit peu par petit peu. Puis, tu sais, de tout voir ça, ça m'a tellement inspirée pour moi, mes petits. C'est ça, parce que tu as découvert aussi la passion d'enseigner aux enfants. Ah, là. oui. C'est-à-dire que tu viens ici tu venais à Berthier ici enseigner 2 fois semaine. Au petit PPP ou un petit peu plus vieux? J'ai fait les PP la moitié de l'année, mais j'avais 7 élèves à moi. Ah oui? Oui. C'est ce qu'il faut avoir des licences? Est-ce que... Oui. OK. Oui. C'est un objectif que tu aimerais peut-être, on va parler de ton expérience que tu t'en vas vivre, mais ce serait peut-être quelque chose que tu te verrais faire ça. Tu regardes, tu as Sylvie Quentin, tu as Nathalie Riquet qu'on connaît, tu as quand même Patricia, c'est des filles qui ont commencé en patinant, puis graduellement sont en allées entraîneurs. Je pense qu'il y en a une encore à Berthier là, qui s'en va faire ses formations d'entraîneur cette année, non? Oui, il y en a 2. Mais... Oui, c'est sûr que je veux coacher pour le restant de ma vie. Je pense que quand j'ai commencé à coacher, tu sais, moi, depuis que je suis petite, mon rêve, c'était d'aller aux Olympiques. Là, tu peux aller aux Olympiques, t'es pas obligé de patiner. Tu peux aller voir les Olympiques. Oui. Mais tu comprends ce que je veux dire. Mon but, c'était vraiment d'aller patiner aux Olympiques. Je pense que, tu sais, là, ça s'est résorbé quand que j'ai vu que ça serait peut-être pas possible. Mais j'ai quand même... Quand j'ai commencé à coacher, moi, je me disais que je vais aller trouver ma prochaine fille qui va aller aux Olympiques, que je vais la coacher. Puis ça l'a changé. Je dirais que c'est vraiment plus... C'est plus poussé que ça en ce moment. Ce que je fais avec les enfants, c'est vraiment de les accompagner, de donner de un une passion, puis de 2... ça l'a changé je suis même plus pour la performance. Oui, j'aime ça que mes élèves y fassent... Mais tu peux le faire pour le plaisir. Oui, mais j'aime ça que mes élèves ils fassent ce qu'ils ont de mieux à faire. Mais j'aime ça aussi que leur expérience de patineuse se développe comme la mienne. Puis aussi qu'ils aillent le plus loin qu'ils peuvent. C'est bien. Moi, c'est ça mon objectif en tant qu'entraîneur, c'est de les amener le plus loin qu'ils peuvent aller. Autrement dit, tu dis à une jeune, tu ne vas pas faire de compétition, on va continuer, ça ne t'empêche pas d'évoluer dans le patin. Tu n'es pas obligé de faire de la compétition. Non, c'est pas nécessairement la compétition ou peu importe, c'est juste d'être accompli, de savoir que tu peux pas aller plus loin que ce que tu as fait. C'était ça, de te rendre au dépassement. Ouais. Donc, tu es content à date tu as 22 ans, 3 ans, dans le fond, on comprend, ça fait 19 ans que tu as une paire de patins des pieds. Ouais. Puis là, tu serais plus capable de vivre sans tes patins? Non, je pense que j'avais écouté une série Netflix qui raconte bien ce qu'on vit. Je pense que de patiner, c'est même plus par passion ou par... c'est juste une façon de vivre. C'est juste... Comme un coureur qui fait des marathons puis qui a besoin de courir, d'aller rechercher de l'adrénaline. Ben, c'est pas nécessairement de l'adrénaline. Moi, je m'en vais patiner à chaque matin. C'est même pas... Il y a des matins que ça me tente pas. Comme tout le monde, je suis humaine. Comme un matin, c'est gris, c'est moins de fun. Mais c'est sûr que tout le temps, quand je suis rendue sur la glace, c'est différent. T'es heureuse? Moi, tout le temps. Puis là, sans vouloir remettre de pression, tu me dis que tu t'en vas aux provinciaux d'été. Ouais. Tu étais compétitif, ton target, comment tu veux finir? Mais mon target, c'est juste d'avoir du fun. Parce que moi, cet été, pour les bateaux, je sais que c'est quand même assez cardio. Puis mon objectif cet été, c'était juste de continuer à m'entraîner. Puis quoi de mieux en se donnant un objectif d'aller juste en compétition. C'est juste d'y aller, de faire mes 2 programmes. Pour moi, c'est assez. Puis je pense que j'ai prouvé assez de choses dans ma vie pour... C'est très non, c'est bien. Puis là, ton expérience, comment tu vois? Dans le fond, tu me disais tantôt, avant qu'on se parle, que c'est par contact là,
que tu as réussi. Tu envoies des vidéos de tes performances pour qu'ils savent si tu es bonne ou tu n'es pas bonne parce que c'est exigeant. Est-ce que tu envoies déjà les chorégraphies ou tu vas avoir comme une espèce de pré-camp avant de commencer? C'est 5 semaines de là-bas, à Miami, que tu es situé sur le bateau sans qu'ils partent. OK. Puis que tu es dans le port, puis que tu fais le spectacle avec tes pairs, tu montes le spectacle, puis après ça, on part. Là, tu sais que ça va être un nouveau spectacle qu'ils vont faire au mois de septembre, parce que c'est plein de gens nouveaux qui embarquent comme toi, ou si tu es une des rares là, qui rentre sur cette année dans le spectacle. C'est pas un nouveau spectacle. OK. Ouais. OK, c'est ça. C'est ça, non, mais c'est bien. En fait, je sais absolument quasiment rien. Là. Je sais que mon ami me dit que d'habitude, ils ne changent pas les spectacles. Mais encore là, je le sais pas. Peut-être qu'ils ont décidé de le changer puis que je le sais pas. Là. Tu vas voir, c'est le fun parce que pour l'avoir vécu, en plus de ça, ben, il y a plein de gens qui viennent essayer de patiner. Que ton côté, tu sais, entraîneur et aidé, ça va être impressionnant. C'est juste une glace comme en plastique, là, on sent. Non. Là, c'est une vraie glace, c'est une vraie glace. OK. Tu sais, mais c'est quand même une expérience assez spéciale. Ton côté entraîneur, tu vas peut-être avoir des petits-enfants, des jeunes qui vont venir essayer. Puis après ton 6 mois, tu vas revenir ici. Là, on va être en plein hiver. Ça va être en janvier, février? Non, mars. En mars? OK. Fin mars. OK, fin mars. Avril. On va te revoir à Berthier. Oui. Ça, c'est sûr que je vais revenir, mais probablement que j'aimerais ça peut-être repartir. Si je repars pas pour les bateaux, ça serait peut-être pour Disney. J'aimerais ça faire l'Europe aussi, fait que c'est sûr que les tournois en Europe, c'est ça, ce serait peut-être intéressant pour moi. C'est sûr que... Mais ça fait une belle expérience. Si t'es jeune, profites-en de voir du monde. J'ai de pas façon... d'école, j'ai rien, j'ai pas d'attachement ici, fait que... À part ta famille. Fait que c'est ça, mais je pense qu'eux, ils vont me suivre, peu importe où je vais où. Il y a mon cousin qui l'a vécu aussi, de partir partout, et... Fait que je pense pas que c'est un problème pour ma famille. Là, il y a plein de gens de Berthier, de ta famille, ton grand-papa, qui va te voir. Ils sont tous fiers de toi. Tu lui dis bye-bye, bonjour avant de partir. Moi, ça me fait des petites larmes, là, mais je sais que la famille de Pamphélie, c'est tissé serré. Tu vas être content de les revoir puis de partir. Je pense que ça va être une belle expérience. Merci. 3, 2, 1. Je suis en compagnie de M. Fabien Torres. Je le dis de la bonne façon, M. Torres, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous êtes l'attaché de presse pour le Forum citoyen Parlons Éducation qui va avoir lieu chez nous dans la région le 12 et 13 mai à Joliette. Bonjour, premièrement. Merci de nous parler aujourd'hui. La première question que je vais vous poser, d'où ça vient cette idée-là? On voit qu'il y a différents groupements qui ont décidé de se réunir, mais d'où est venue l'essence de créer un forum sur l'éducation? Alors écoutez, on peut avoir une fierté dans la Naudière puisque l'idée de tous les forums au Québec est venue dans mon village à Saint-Alphonse-Rodriguez, là où je vis. Et donc on s'est réunis, plusieurs acteurs en éducation, et il y a même un article de Radio-Canada qui parle de ce moment où on a parti le projet. Et on s'est réunis, puis on s'est dit, voilà, l'idée c'est qu'on comprend que depuis une vingtaine d'années, le système scolaire se dégrade, il y a des problèmes aux différents endroits, pénurie de personnel, épuisement professionnel, vétusté des écoles, iniquité, ségrégation scolaire. Donc il fallait faire une grande entreprise de réflexion que le gouvernement ne fait pas. Donc on a voulu le faire au niveau citoyen et donc lancer des forums un peu partout au Québec pour ramener les citoyens, les parents, les enseignants, les personnels scolaires, donc toutes les personnes qui se sont interpellées par les enjeux de l'éducation à venir en parler. Donc, ce n'est vraiment une invitation citoyenne. Là. Il n'y a pas vraiment de personnes politiques, il n'y a pas d'invités, il n'y aura pas de représentants, un exemple comme M. Drainville qui est de la région ici, en principe ne se présentera pas pour venir parler. Non? Alors, c'est sûr qu'on peut espérer qu'ils viennent. Dans la liste d'inscription, ici à Joliette, on a plusieurs élus au niveau municipal qui se sont inscrits avec grand intérêt et qui ont témoigné, qui m'ont écrit personnellement pour me témoigner leur intérêt. Au niveau provincial, on ne sait pas trop encore, mais c'est l'idée que les personnes viennent à titre personnel, ne viennent pas à titre d'organisation. Parce que parfois, quand on vient à titre d'une organisation, c'est un peu plus compliqué de parler, on se sent un petit peu, on a peur de dire certaines choses. Là, on vient à titre personnel. Donc, M. Drainville, évidemment, s'il veut venir écouter, on espère qu'il pourrait venir, je ne sais pas,
j'y crois pas trop pour être franc, mais on pourrait espérer qu'ils viennent écouter les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils souhaitent en fait finalement de leur système d'éducation. Mais oui, ça a été lancé par 4 mouvements citoyens que vous avez nommés, l'école ensemble, je protège mon école publique, le mouvement pour une école moderne et ouverte et Debout pour l'école. D'accord. Donc, on parle de citoyens, mais c'est vraiment un terme plus large. Là. On ne parle pas de parents. On parle de citoyens qui comprennent que l'éducation est importante, que ce soit des grands-parents, que ce soit des intervenants, que ce soit plein de choses qui comprennent que l'école, parce que là, on peut dire qu'on est en crise. Là, on vit présentement plein de choses qui s'est passé depuis environ 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu sais, vous me parlez au niveau des écoles, qu'est-ce qui se passe au niveau des professeurs, là, puis même au niveau des enfants. Il y a beaucoup de problématiques qui ressortent depuis 2 mois, 3 mois, et présentement, on a tout le temps la phrase « on va le faire, on va le faire ». Je prends un exemple, la fameuse ligne là, pour déclarer des abus, des problèmes d'harcèlement, qui est une boîte vocale. C'est un petit peu, ça doit être frustrant là, comme citoyen, comme parent, de voir ça là, quand on a l'éducation à cœur. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, c'est des traumatismes chez des enfants, c'est des blessures profondes. On parle même de générations perdues, hein, des fois, chez certains auteurs là, d'enfants qui n'évoluent pas dans un cadre qui leur permet de s'émanciper, qui leur permet de grandir, qui leur permet d'apprendre dans des bonnes conditions. Donc c'est très difficile. Donc, les forums qui ont lieu pour l'instant au Québec ont été vraiment un grand succès et ont permis finalement aux individus, à tous les citoyens, comme vous avez dit, de s'exprimer là-dessus, de témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils voient autour d'eux. Donc ça permet de libérer la parole dans un premier temps et ça c'est déjà quelque chose de très gagnant. Okay. Là, vous me disiez que ça a été créé, cette idée-là, ici dans la Naudière. Il y a déjà eu des régions qui ont tenu des forums. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était une belle réussite? Qu'est-ce qui a ressorti? On pourrait parler en premier lieu de qu'est-ce qui a ressorti de ces forums-là. Est-ce qu'il y a eu certains consensus qui ont déjà été dégagés? Alors, au niveau des consensus, il va falloir malheureusement être un peu plus patient, puisque il y a vraiment c'est les personnes responsables des débats, qu'on les a appelés, qui ont fait plusieurs forums et qui donc vont écrire une synthèse rigoureuse à partir de tout ce qui s'est dit. Et que pour l'instant, ce travail-là n'a pas été amorcé. Mais ce qu'on peut retenir, comme je vous ai dit, c'est que c'est ça. Il y en a eu finalement à Montréal, à Longueuil, à Sept-Îles, à Laval, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, à Chicoutimi, à Gaspé, à Drummondville et à Saint-Jérôme. Donc, puis là, et aussi Alma, Lévis, Gatineau en fin de semaine prochaine et la fin de semaine d'après chez nous à Joliette. Donc, comme je vous dis, pour l'instant, c'est qu'on a vraiment, on sent qu'il y a un désir de s'exprimer librement, ce qui n'a pas forcément lieu dans d'autres lieux de travail ou dans d'autres sphères, en fait, dans d'autres lieux de parole. On sent un désir d'agir réellement. Donc ça fait partie des choses. On commence déjà à se réunir par rapport au fait. On a une réunion, toutes les personnes impliquées dans les différentes régions pour se dire qu'est-ce qu'on fait dans l'année 2, puisqu'il y a les personnes manifestent l'intérêt de continuer cette discussion-là, d'avoir encore ces espaces-là et d'essayer de trouver des pistes d'action qu'on peut faire parallèlement aux pressions qu'on peut faire au niveau politique. Okay. Donc, on s'attend à quoi le 12 et 13 mai? Est-ce qu'il y a encore de la disponibilité? Est-ce qu'on peut s'inscrire encore et est-ce qu'on peut parler un petit peu de la programmation du déroulement des 2 jours? Alors oui, tout à fait. On peut encore s'inscrire, il n'y a aucun problème. Donc, sur le site parlonséducation.ca, on choisit le forum de Joliette, on s'inscrit, le boîte à lunch est offert le samedi midi. Et donc, ça va être un beau moment. On a déjà à peu près 125 inscriptions, je pense, ce matin. Donc, il va y avoir du beau monde. Et comme je vous ai dit, des parents, des professeurs, des soutiens scolaires, des professionnels, des élus. Donc, il y a vraiment tout type de personnes qui va être là. Puis, on va créer ensuite différentes salles, différents ateliers. On va pas parler à 120 ensemble, hein, c'est pas possible. Différentes salles pour que tout le monde puisse avoir vraiment la parole.
Donc le déroulement, il est simple, puisque finalement, on a 5 thèmes, on a choisi 5 thèmes partout au Québec, c'est les mêmes thèmes qui sont abordés. Donc le vendredi soir, ça sera le thème 3, qui est encourager l'inclusion sociale et culturelle de toutes les populations scolaires. Et les jours d'après, le lendemain, donc il y aura les thèmes 1, 2, 4 et 5, donc repenser la mission de l'école d'aujourd'hui et de demain, donc très général. Ensuite, construire un système d'éducation équitable pour tous les élèves par rapport donc, à la ségrégation scolaire. Et en après-midi, respecter et valoriser les compétences professionnelles de tous les personnels scolaires. Et enfin, démocratiser le système scolaire québécois dans toutes ses composantes. Donc voici les réflexions qu'on fait. Il y a un cahier de participation qui a été écrit, que j'invite les personnes qui veulent participer à le lire, ou même les personnes qui ne veulent pas participer. C'est une très très bonne mise en bouche de tous ces thèmes-là pour savoir de quoi on va parler, avec des questions de relance, si vous voulez, pour savoir quelles sont les questions qui vont être posées. Donc les personnes peuvent se préparer et voilà, donc tout le monde est vraiment le bienvenu. D'accord. Est-ce que par la suite, vous me parliez de plusieurs villes que vous m'avez nommées qui ont participé? Après Joliette, Canaudière, c'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres forums à venir? Oui, alors on fait quand même partie des derniers. Après Joliette, il y a Rimouski, Trois-Rivières et Rouyn-Noranda. Okay. Donc en tout, ça fera, si je ne me trompe pas, 18 forums. Okay, dans à peu près 18 forums. Et la suite des choses, par la suite, vous me disiez qu'il y avait une synthèse, il y avait comme un document qui va être produit, qui va représenter qu'est-ce qui s'est passé dans les 18 forums. C'est de cette façon-là que vous voulez procéder? Alors exactement, on va écrire une synthèse articulée et rigoureuse à la suite des forums pour aller chercher voilà, les consensus, comme vous avez demandé au début, et avec cela, aller chercher, trouver les meilleurs moyens d'interpeller finalement les pouvoirs publics, faire connaître ces messages-là, faire un travail finalement, si j'ai envie de dire, d'éducation populaire au niveau des individus et également de travail politique au niveau des élus, savoir que c'est ça que les citoyens semblent désirer. D'accord, donc il va y avoir une partie lobbyiste par après, j'imagine qu'il va y avoir des dépôts présentés directement au ministère de l'Éducation, on parlait de M. Drainville, ou au gouvernement en disant voici ce que la population veut. Puis par la suite, bien, participons, là, impliquez-nous dans le processus de garder notre école vive et notre école en santé. Exactement. Donc, mais ce n'est pas l'idée d'arriver avec une liste d'épicerie non plus, on sait très bien que ça ne fonctionne pas, mais c'est l'idée de mettre l'accent sur les consensus obtenus et sur les chantiers à mettre en œuvre, en fait, pour qu'une école équitable et de qualité existe enfin au Québec. Donc c'est vraiment, ce document sera publié à la fin de 2023. Et on pourra voir un petit peu justement sur quel clou si on essaie de mettre de l'avant, sur quel chantier on pousse au niveau politique. Parce qu'il faut le dire quand même, on a quand même beaucoup de défis au Québec. On parle beaucoup de santé. L'éducation est quand même quelque chose. À un moment donné, c'est des aînés. Il faut être la saveur du jour. Je pense pour que les gouvernements bougent à un moment donné, il faut qu'il y ait des crises pour que ça se résolve, mais c'est pas normal là, parce que l'éducation, comme vous avez dit, c'est des adultes de demain, c'est ceux qu'on va former possiblement pour nous diriger un jour. Là. Exactement, exactement. Mais l'état de crise dans l'éducation, je pense qu'il est déjà là depuis un bon moment, malheureusement. Et donc, c'est ça. Beaucoup d'acteurs, hein, en éducation le demandent, hein, des états généraux 2.0 ou une nouvelle grande commission. Mais voilà, ça n'a pas lieu, ça n'intéresse pas le gouvernement. C'est une manière voilà, de faire pression, de dire voilà, il y a quand même un caractère d'urgence hein, à faire quelque chose et à essayer voilà, de rendre l'école plus attirante, que ce soit pour le personnel ou que ce soit pour les enfants et les parents. Donc, en résumé, vous espérez que ça devienne presque work in progress, on pourrait dire, par la suite, en 2024, continuer de faire une mobilisation de ces gens-là. Vous êtes aperçu qu'il y avait vraiment de l'intérêt. Quand vous parlez quand même de 100 personnes, je trouve ça intéressant, juste à Joliette, là, je trouve ça... Je trouve ça passionnant là, de voir que les gens sont impliqués et veulent s'impliquer dans ce chantier-là. Oui, donc dans la plupart des forums, on parle de, c'est ça, entre 100 et 200 personnes qui se sont présentées. Et donc non, au niveau du Québec, on est à plus de 1000 personnes qui sont intéressées à agir. En fait, donc comme je vous dis, là, pour la suite, pour l'instant, on va commencer à en parler en juin. Mais très vite, après les premiers forums, on a senti que voilà, il y avait un désir qu'on ne pouvait pas juste... De toute façon,
on le désirait, mais les gens nous poussent dans ce sens. On continue, on essaie d'agir, puis on va essayer de canaliser toutes ces énergies pour essayer justement d'apporter notre brique à cet édifice bien nécessaire. Bon, mais je vous félicite, M. Torres, c'est vraiment très intéressant. Puis on rappelle les dates, c'est le 12 et 13 mai au Cégep de Joliette. Et on peut aller sur le site Internet de Parlons Éducation pour s'inscrire, s'informer et voir les prochaines actualités concernant ces forums-là et chantiers. Exactement. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Mais d'accord, je vous remercie. Bye-bye. Au revoir. Est-ce que, juste une question avant de vous quitter, là, on a fini. Je veux juste savoir...